Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un chapitre méconnu de l'histoire des États-Unis. Le 19 février 1942, en réponse à l'attaque de Pearl Harbor, un décret instaure le déplacement et la détention de 120 000 personnes d'origine japonaise dans des camps à travers le pays. Ils devront attendre 45 ans pour que le Congrès américain reconnaisse sa culpabilité. Vous voulez en savoir plus sur les camps de concentration américains? Venez avec moi. Dès la fin du 19e siècle, un nombre croissant de responsables politiques et syndicaux accusent les immigrés japonais de voler leurs emplois dans le modèle agricole des Américains. Le 7 mai 1900, James Duval Phelan, le maire de San Francisco, déclare « Les Chinois et les Japonais ne sont pas des citoyens authentiques. Ils n'ont pas l'étoffe de citoyens américains. » Un éditorial de San Francisco Chronicle assurait notre premier devoir est de réserver l'Amérique aux Américains et aux races blanches que nous pouvons assimiler et dont les enfants auront le niveau de vie américain. L'immigration depuis le Japon fut d'abord limitée, puis la Californie interdit aux Japonais de posséder des terres et à toute personne d'ascendance japonaise d'épouser un blanc. En 1924, le Congrès prohibit à tous les Asiatiques. Ceux déjà installés ne pouvaient plus devenir des citoyens. Seuls leurs enfants nés aux États-Unis pouvaient obtenir la nationalité, un droit constitutionnel. Dans les années 1930, l'animosité ne fait que croître, tandis que le Japon envahit la Mandchourie et poursuit son expansion en Chine. L'attaque surprise sur Pearl Harbor précipite les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Ce fut l'étincelle qui attise le feu contre les personnes d'ascendance japonaise aux États-Unis. Et la colère monte à mesure que le Japon progresse dans le Pacifique. La peur s'empare des États-Unis. Bientôt, le Japon allait envahir la côte ouest du pays. Selon une rumeur, des Japonais américains d'Hawaï avaient collaboré à l'attaque de Pearl Harbor. Frank Knox, le secrétaire à la marine des États-Unis, ajoute foi à la théorie conspiratrice. Le maire de Los Angeles, Fletcher Barron, déclare « Nous ne pouvons pas courir le risque d'un autre Pearl Harbor dans le sud de la Californie ». Les voix discordantes furent peu nombreuses, et observant la commission du Congrès longtemps après, la presse a amplifié les émotions exacerbées et irréfléchies de l'époque. Le 14 février 1942, le général John L. DeWitt, chargé de la sécurité militaire pour l'ouest du pays, demande que les personnes d'origine japonaise fussent exclues de la côte ouest par nécessité militaire. La race japonaise est une race ennemie, et même si de nombreux Japonais de deuxième ou troisième génération nés sur le sol des États-Unis possèdent la nationalité et sont américanisés, l'héritage racial demeure intact. Le 19 février 1942, le président Roosevelt signe le décret accordant aux commandants militaires le pouvoir d'arrêter et d'incarcérer certaines personnes, voire toutes, d'origine japonaise, même ayant la citoyenneté américaine. Ralph Carr, gouverneur républicain du Colorado, fut l'un des rares à s'opposer à la mesure. Face à une foule très hostile, il déclare un citoyen américain d'ascendance japonaise a les mêmes droits que tout autre citoyen. Si vous vous en prenez à eux, vous devez d'abord vous en prendre à moi. En mars, les soldats américains commencent à frapper aux portes des maisons et à afficher des ordres d'évacuation dans des quartiers ciblés de la Californie, de l'Oregon, de l'État de Washington et de l'Arizona. Les personnes raflées n'avaient le droit de prendre sur elles que ce qu'elles pouvaient porter. Les uns vendirent à vil prix tous leurs biens à des profiteurs. D'autres entassent leurs affaires dans des entrepôts improvisés, louent leur domicile ou trouvent un gardien pour leur propriété. Mais les entrepôts pillés, les loyers impayés et les gardiens vendant ou abandonnant les affaires dont ils avaient la garde furent légion. Chaque famille se voit attribuer un matricule porté sur les étiquettes accrochées aux bagages et sur les personnes. L'armée se montre si efficace qu'il fallut installer des centres de rassemblement temporaires dans des champs de foire et des hippodromes, tandis que l'on bâtissait des centres de réinstallation. L'hippodrome de Santa Anita à Los Angeles fut le plus vaste des centres provisoires avec plus de 18 000 internés forcés de vivre dans les écuries. Les internés passent des mois dans les centres de rassemblement avant d'être déplacés, le plus souvent en train, vers 10 camps situés dans des montagnes ou des déserts reculés, ainsi que dans d'autres régions à l'intérieur du pays. Une migration de masse destinée à créer des communautés dans des territoires déserts pleins de possibilités. C'est ce que présente un film produit à l'époque par le gouvernement.
Nous nous protégeons sans violer les principes de la décence chrétienne, dit le commentaire. La commission d'enquête du Congrès décrira des conditions de vie rudes, avec des hivers rigoureux et des étés insupportablement chauds et humides. Les prisonniers habitaient dans des baraquements lugubres bâtis à la hâte avec du papier goudronné pour toute isolation et une seule pièce par famille, dans des camps entourés de clôtures en fil de fer barbelé. La police militaire assurait la surveillance depuis des miradors, munis de mitraillettes et de projecteurs. Quiconque faisait mine de franchir les limites du camp était abattu. La victoire des États-Unis lors de la bataille de Midway en juin 1942 réduit les craintes d'une attaque japonaise sur le continent américain. Les camps ne ferment pas pour autant. Quelques Japonais américains jugés loyaux furent libérés, mais la plupart des internés y demeurent des années. Plus de 5000 enfants naissent en détention, près de 2000 personnes y meurent. Certains ne se laissent pas faire. Le jeune Fred Korematsu refuse de respecter les ordres. Il reste à San Leandro, Californie, après que l'armée eut déclaré l'endroit zone militaire interdite à toute personne d'ascendance japonaise. Condamné à un tribunal, Korematsu fait appel jusque devant la Cour suprême des États-Unis. Le juge Frank Murphy écrit que traiter des personnes d'ascendance japonaise différemment que celles ayant des origines en Italie ou en Allemagne, pays également en guerre avec les États-Unis, relève de la légalisation du racisme. La Cour confirme toutefois la condamnation de Korematsu par 6 voix contre 3, se rangeant à l'avis du gouvernement. Les juges ignoraient que selon un rapport des services de renseignement de la marine, les Japonais américains ne représentaient pas de menace militaire et rien n'indiquait qu'ils étaient déloyaux, se livrant à l'espionnage ou envoyaient des signaux à des sous-marins. Les juges n'avaient pour connaissance de ce rapport car a reconnu le gouvernement en 2011, l'avocat général des États-Unis leur avait dissimulé. Une fois engagés dans la guerre, l'armée américaine comprit qu'il leur a fallu davantage de soldats. Une unité constituée en quasi-totalité de Japonais américains, le 100e bataillon d'infanterie fut envoyé en Europe. Roosevelt réclame des volontaires pour une seconde unité similaire, le 442e régiment d'infanterie. À Hawaï, plus de 10 000 Japonais américains répondent à l'appel. Dans les camps, des centaines de prisonniers refusent de s'engager tant que les membres de leur famille ne seraient pas libérés. Pour d'autres, l'engagement était l'occasion de prouver leur loyauté. En cette campagne d'envergure, le 442e régiment totalise 9486 victimes, dont 600 tués. C'est l'unité de combat la plus décorée par rapport à sa taille de l'histoire des États-Unis. Le 15 juin 1944, le 100e bataillon fusionne avec le 442e. Ensemble, les deux unités combattent en Italie, puis en France, dans les Vosges. Après la guerre, le président Truman salue la 442e à Washington. Mais les préjugés seront plus longs à vaincre. Les Japonais américains continueront des années durant à subir agressivité, racisme, discrimination, bien qu'on n'ait jamais trouvé la moindre preuve de déloyauté ou de méfiance imputable à un Américain d'origine japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. En 1988, le président Reagan signe une loi accordant $20 000 d'indemnisation à chaque des 60 000 survivants des camps. Junzo Jake Ohara raconte que son père ne s'est jamais vraiment remis des efforts déployés pour reconstruire sa vie, ni de la honte d'avoir été considéré comme déloyal. On a sous-estimé les dégâts émotionnels de l'internement. Le public voit cela comme une réinstallation. Le vocabulaire a été modifié pour donner l'impression que le gouvernement s'occupait de nous. Mais il s'agissait bien d'une arrestation. Je vois des gens qui étaient de jeunes adultes quand ils ont été incarcérés et qui, une fois âgés, tentent de comprendre ce qui leur est arrivé. Nous avons donné le joli nom de centre de réinstallation à ces lieux désertiques. Mais ça n'en fait pas moins des camps de concentration. Tranche Harold Hinkens, secrétaire américain de l'Intérieur en 1946. Les matricules inscrits sur des étiquettes pour identifier les familles incarcérées aux États-Unis étaient si humiliants qu'un grand nombre d'anciens internés en souffrent encore. Comme on l'a vu, l'internement des Nippons américains est un événement historique de la Seconde Guerre mondiale, qui a vu la déportation et l'incarcération d'environ 120 000 civils ressortissants japonais et américains d'origine japonaise, dans des camps de concentration. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien.
Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.